On va rentrer, Aurélie, dans l'avant-dernière partie de notre soirée et nous allons continuer sur le thème de la projection. Et je vais demander à Thomas Fröhlicher, directeur de RSB, et Céline Azémar, la doyenne académique, de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. On va essayer de comprendre comment l'école s'est inscrite dans cette démarche d'évolution sociale, culturelle. On va parler d'hybridation aussi. Ce directeur qui est certainement un directeur heureux et comblé ce soir au regard de cette histoire que nous avons retracée depuis maintenant 1h21 de notre prise d'antenne sur TVR. Merci vraiment à vous deux. Aurélie. Thomas, ce qui fait l'ADN de l'école, on l'a compris, c'est l'international, une notion toujours prégnante mais qui a évolué. Oui, alors merci. C'est un plaisir évidemment d'être présent avec vous, puis d'entendre tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur cette belle école. Vous comprendrez peut-être que j'ai simplement un propos liminaire en voulant associer ma propre corporation des directeurs de business school, mais surtout ceux qui ont fait cette école. Bertrand Duchenot, que je n'ai pas eu encore la chance de rencontrer, mais Michel et Olivier, on se connaît depuis longtemps, on se croise et je pense que tout ce qu'on a dit, finalement, évidemment, ici, ce soir, il faut qu'on le partage à quatre avec, évidemment, nos gouvernances et mon président. Voilà, donc je suis particulièrement content. Je pense que, en fait, plus on parle, plus je prends conscience d'une chose, d'abord, qu'il faut peut-être souligner, c'est que on a beaucoup parlé de la manière dont le choix de départ de cette école a été conçu, et c'est extrêmement difficile en 1988, 89, 90, dans un paysage encombré. Il y a plus de 40 business schools déjà qui rayonnent en France. La plus ancienne est née en 1820, de décider de créer une business school. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'audace, elle est là. Et ce qui est encore plus remarquable, moi j'aimerais vraiment le souligner, c'est que ce qui a été créé à ce moment-là, c'est pas juste une singularité pour quelques années. Aujourd'hui encore, dans cette perspective internationale, on arrive quelque part à avoir des années d'avance sur un certain nombre d'autres business schools, à condition évidemment que quelque part on s'empare pleinement de cette inspiration internationale et qu'on la fasse nôtre. Et il y a notamment une catégorie, et Céline en parlera bien sûr mieux que moi, c'est le corps professoral. Quand vous avez effectivement une centaine de professeurs à 95%, puisque c'est une réalité non français, les 2/3 ne s'exprimant pas aussi facilement que ça en français. Vous avez en fait une espèce de médiation permanente qui se passe entre votre business school, votre région, vos territoires, et l'état, je veux dire, global du monde dans lequel vous allez vivre. Et je pense que ça nous a beaucoup servi et beaucoup accompagné sur ces 30 dernières années, parce qu'on a constamment été en capacité de se projeter sur le next step, quoi. Qu'est-ce qui se passe 3, 4, 5 années plus tard? Quand on se projette, Thomas, on fait un peu de prospective, on peut évoquer le terme d'hybridation, et vous m'avez parlé d'hybridation 3.0. Expliquez-nous. Oui, alors, cette idée d'hybridation, en fait, bon, je pense qu'elle est très alignée avec ce que Cécile Poignant vient de dire, parce que je pense qu'elle a parfaitement raison sur ces mouvements-là. Pour moi, il y a 3 niveaux d'hybridation. Il y a un premier niveau d'hybridation qui incarne extrêmement bien l'école, quand on passe de l'international au sens assez classique du terme anglo-saxon à cette idée de multiculturalité, où en fait on arrête de donner des pourcentages, comme je viens juste de le faire il y a 2 secondes, en grande cohérence avec moi-même, et on commence à dire les choses autrement. Ce qui est formidable, c'est d'avoir des collègues de plus de 40 nationalités. Ce qui est formidable, c'est d'avoir 82 nationalités, parce qu'on a vérifié, et au moment où je vous parle, il y a 82 nationalités représentées auprès des étudiants, donc il y a déjà une dizaine de plus, et ça n'arrête pas de bouger. C'est un petit peu le problème avec nos chiffres. C'est ça finalement qui est le plus important, c'est de rentrer dans une cafétéria et de voir à chaque table d'autres nationalités engagées dans des discussions, et puis d'aller encore plus loin en faisant en sorte qu'à chaque table, on ait des brassages en fait, de nationalités qui soient engagées, que chacun sorte pleinement de sa zone de confort et se projette. Donc l'hybridation, c'est d'abord cette humanité, je veux dire, qui se construit sur une intelligence collective, effectivement, où plus la diversité va être élevée, et finalement, plus la créativité et quelque part l'efficacité de nos organisations, les performances vont être manifestes. Il y a un deuxième niveau d'hybridation qui a été mentionné aussi. C'est une hybridation qui nous anime, qui transforme tous les métiers du management aujourd'hui.
Alors, qui va dans la technique, dans les technologies, notamment vers le numérique, le digital, le monde de la cyber. Ça va aussi vers des technologies moins visibles, technologies invisibles, qui sont les technologies finalement invisibles qu'on pourrait caractériser par les sciences humaines et sociales. On se nourrit de philosophie dorénavant, on se nourrit de géopolitique, on se nourrit de tous ces éléments finalement qui nous font replonger dans l'histoire, parce que on vit aujourd'hui dans une mondialisation. Et le mot mondialisation, c'est pas la globalisation en traduction. La mondialisation, c'est un merveilleux mot français qui est très très dur à traduire en fait en anglais, et dans lequel on est en train d'entrer dans une nouvelle étape de cette mondialisation, et on s'y prépare de cette façon-là. Et la dernière hybridation, moi, c'est un souhait, c'est en fait qu'on arrive effectivement, en se rapprochant de cet état naturel, de cette biodiversité, qu'on arrive à créer cette hybridation entre cette humanité, ce monde numérique et digital, et je dirais cet enjeu qui est celui de la planète. On est en pleine COP26, et qu'on sache créer des intrapreneurs, des entrepreneurs qui auront un impact positif. Et je pense que toute la génération qui arrive, mais la nôtre aussi, se nourrira de cette ambition-là. Il n'y aura pas d'université, il n'y aura pas de grande école, il n'y aura pas d'entreprises demain qui sauront attirer des talents sans répondre pleinement à ce défi. Merci Thomas. Céline Azémar, vous êtes la doyenne académique. Que serait une école sans enseignants ? Comment vous avez justement adapté au fil des années justement ce corps professoral ? Alors, j'ai démarré en tant que doyenne académique en septembre. Donc, ce que je peux dire, c'est quelle est la trajectoire aujourd'hui. C'est une école qui a une très, très belle trajectoire. Nous avons un projet très ambitieux pour continuer d'élever nos standards d'excellence et pour améliorer et continuer d'améliorer notre visibilité au niveau régional, national, international, et aussi pour générer de plus en plus d'impact pour notre recherche, un impact au sein du milieu académique, mais aussi un impact sur l'éducation, avec une éducation de plus en plus adossée à la recherche, et enfin sur la société. Et effectivement, l'un des piliers pour nous, pour aboutir à tous ces objectifs, c'est le recrutement de professeurs d'excellence. Et cette année, donc en septembre et en octobre, nous avons 11 professeurs qui nous ont rejoints et 3 postdocs. Et pour continuer sur notre stratégie internationale, ce sont des professeurs qui viennent des 4 coins du monde, de Chine, d'Iran, du Royaume-Uni, des États-Unis, de France, et qui viennent d'institutions remarquables, que ce soit à l'Université de Melbourne, que ce soit Sheffield University, Kingston University, où on a également un professeur affilié à l'Université d'Harvard qui a eu des postes clés à la Banque mondiale ou à la Banque africaine de développement. Ce sont des professeurs, donc 5 d'entre eux sont full professeurs et ont énormément d'expérience, avec plus de 15 ans d'expérience dans leurs institutions ou dans d'autres institutions de leur passé. Ils viennent avec leur expertise, ils publient dans les meilleurs journaux académiques de leur discipline. Ce sont des professeurs qui viennent avec une expérience, ils dirigeaient des centres de recherche, ils ont un réseau international exceptionnel. Ils sont aussi coéditeurs ou éditeurs de journaux académiques, et ils ont aussi une expérience exceptionnelle dans l'encadrement de doctorants. Et donc, ces professeurs nous rejoignent avec toute leur motivation, des projets. Nous en avons un, par exemple, qui a obtenu la chaire de Rennes Métropole pour se focaliser sur la gestion du désastre. Et cette chaire sera co-dirigée avec IMT Atlantique. Nous en avons un autre qui a une très grande ambition de développer un institut d'études avancées. Et nous allons continuer cette trajectoire en embauchant cette année, en recrutant cette année encore une dizaine de professeurs. Et nous continuerons ainsi pendant les 2-3 ans à venir. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, une démarche qui va continuer à faire rayonner RSB donc, à l'international. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à...